Ah, donc, juste que je note, Garance est arrivé. Oui, Il bonjour, désolée du retard. n'y a pas de souci. Off. Donc, bonjour à toutes et à tous pour l'Assemblée générale 2025 de Tela Botanica. Donc, si j'arrive à faire les choses, voilà le programme à peu près. Donc, on est sur le début de l'Assemblée. Je vais faire le rapport moral. Thibaut passera ensuite au rapport financier, sachant qu'il y a une diapo où on montre aussi un peu le rapport du commissaire aux comptes tel qu'il a été envoyé. Et puis, on a un besoin de vote sur l'affectation du résultat. Donc, on a ces trois votes-là. Vote du rapport moral, vote du rapport financier, affectation du résultat. Ensuite, rapport d'activité qui sera présenté par les salariés, essentiellement Audrey, si j'ai bien suivi les choses. Et puis ensuite, une phase d'échange, en fait, de discussion sur les suites de la structure et vote pour les candidatures au conseil d'administration. Donc, il y a le lien de prise de notes éventuellement est remis aussi ici pour ceux qui voudraient. Donc, en ce qui concerne le rapport moral, alors, je vais vous le lire, je vais l'écrire, je l'ai écrit et puis je le copierai en fait dans le rapport. D'un point de vue un petit peu particulier, ça fait un an, un tout petit peu plus d'un an, puisque c'était en avril 2024 que j'assure la présidence de Tela Botanica. Un an à essayer de redécouvrir et à tenter de gérer le fonctionnement de l'association avec un petit nombre d'administrateurs tenaces. Merci à eux. Aujourd'hui, l'association Tela Botanica, c'est une quarantaine d'adhérents qui, via leurs cotisations, montrent un intérêt particulier pour cette structure atypique qu'était la Botanica, alors, puisque structure atypique, depuis sa naissance en fin 1999, c'était une structure associative, mais avec un nombre très limité d'adhérents. À l'origine, il y avait 4 adhérents, pour ceux qui se souviennent. Donc, Daniel Mathieu, plus représentant de la Garance, de Biotope et de la Société botanique de France. Par contre, le nombre de bénéficiaires, le réseau est très élevé, et un nombre de salariés qui est parfois supérieur au nombre d'adhérents, ou qui a pu être supérieur au nombre d'adhérents. Donc ça, c'est clair et net. On a aussi des statuts qui sont relativement compliqués, qui mériteraient peut-être un jour d'être modifiés, mais on n'est pas à ce stade-là. En fait, en 2024, le réseau Tela Botanica, et pas uniquement l'association, c'est quasiment 69 000 membres. On a un peu moins de 2000 nouveaux membres en 2024. C'est 1491 articles diffusés sur la lettre d'actualité, à destination de 42 000 abonnés, c'est près de 70 000 personnes abonnées à nos comptes sur les réseaux sociaux. C'est aussi 8 salariés en CDI, des contractuels, des stagiaires, des services civiques. Et ça a aussi été le départ en 2024 de la directrice, de la dernière directrice, et la démission de 2 salariés. Donc ça, c'était en janvier. Du point de vue du projet, ça a représenté, alors, ah oui, pardon. Du point de vue des projets, ça vous sera représenté plus tard lors de l'Assemblée générale. Il y a quasiment 160 000 données d'observation de la flore qui ont été intégrées dans iFlore par plus de 4 500 observateurs, dont 140 000 données issues du partenariat historique avec PlanteNet. C'est aussi une dizaine de programmes de sciences participatives dans lesquels nous sommes impliqués. Donc, que ce soit en fait Sauvage de Maru, Vigiflore, Likengo, l'Observatoire des Messicoles, plein d'autres choses comme ça. 2024, c'est aussi des campagnes nombreuses d'activités en lien avec la botanique, tout ce qui a été appelé les campagnes botaniques, donc des défis photos, le pop plante, les jeux botaniques, le Tour de France de botanique. Il suffit de refaire la liste des actus pour retrouver ça. 2024, c'était aussi la mise à disposition côté formation du PDF du MOOC Botanique 2, la mise à jour du MOOC Herbefol et un module téléaction dédié à l'ethnobotanique. Et il y a d'autres choses, c'est dans le rapport d'activité, ça sera présenté aussi tout à l'heure. D'un point de vue budgétaire, 2024 s'est soldé par un bénéfice net, on va dire, exceptionnel, de près de 170 000 euros. C'est exceptionnel, mais ça s'explique aussi, d'une part, par des recettes de projets antérieurs. On a en particulier eu un projet européen euh, pour lequel on a reçu plus que ce qui était, enfin un petit peu plus que ce qui était initialement prévu comme dépense. Mais c'est aussi lié à des démissions en début 2024, c'est-à-dire des réductions de charges,
alors que nos actions ont été menées à la hauteur de ce qui était attendu par les financeurs. Ces financeurs n'ont donc pas réduit leurs engagements et nous ont versé en fait les montants qui étaient prévus. Donc on a en fait ce bénéfice très, très particulier. En plus des activités visibles, cette année 2024 a été particulièrement chargée pour les administrateurs car ils ont pris le rôle de la direction et ont tenté avec plus ou moins de succès de recréer une organisation fonctionnelle. Aujourd'hui, tous les salariés sont en télétravail à 100% avec des réunions mensuelles et une en fait en présentiel par trimestre. Et en plus de cet aspect organisationnel, je ne vais pas y arriver, c'est aussi la perspective validée de la dernière AG, lors de la dernière AG, de céder divers actifs de l'association qui a occupé énormément de temps. Plusieurs dizaines de réunions et d'échanges ont été menés avec des structures susceptibles de reprendre des activités ou avec les financeurs, nécessitant par ailleurs de mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire dans le cambouis des conventions en cours, pour être clair et net sur leurs conditions de résiliation, leurs conditions en fait de poursuite, etc. Si on devait résumer Tela Botanica, c'est de ce point de vue-là près d'une quinzaine de conventions avec une douzaine de partenaires différents. C'est quasiment 150 000 euros juste de subventions pour le site et la lettre d'actualité, essentiellement financés par le ministère de la Transition écologique et l'OFB. C'est près de 160 000 euros pour les activités sciences participatives financées par les mêmes instances, mais aussi quasiment 100 000 euros issus de divers projets. Et c'est 70 000 euros pour les formations, toujours financées côté OFB essentiellement, avec presque autant issus de dons et de marchés. Et là, je parle de chiffres qui sont simplement des chiffres annuels. L'année qui vient, l'année 2025, va être une année, en fait, de transition, encore une fois, et une année de transfert. Les activités se maintiennent, les financeurs nous soutiennent toujours, mais certaines branches vont être cédées. Le projet de cession le plus avancé est celui de la partie formation, qui devrait rejoindre la Fondation UVET dans l'automne. Une AG exceptionnelle sera sollicitée dans ce sens-là, parce que formellement, on a besoin de ça, on a besoin des avis d'une AG exceptionnelle. La réflexion pour la cession de la partie sciences participatives est à un niveau d'avancement un peu moindre, avec deux structures intéressées, mais pour lesquelles des incertitudes doivent être levées avant de lancer les démarches formelles. Pour ce qui est de la partie site web, base de données et lettres d'actualité, divers échanges ont eu lieu, mais rien ne s'est concrétisé jusqu'à présent. Toute piste de structure susceptible de porter cette partie est la bienvenue. Nous en discuterons à la fin de cet AG. Pour conclure en fait ce rapport moral, je voudrais remercier en premier lieu toutes celles et tous ceux qui, à titre individuel ou collectif, ont participé à la dynamique de Tela Botanica en 2024, et ce, quels que soient les événements. L'équipe des salariés ne ménage pas son temps pour rendre les services attendus et soutenir les projets et le site web, et faire en sorte que les utilisateurs, qu'ils soient adhérents ou juste membres du réseau, aient les éléments qu'ils attendent. Et enfin, il m'est impossible de finir ce rapport moral sans remercier les autres administrateurs qui ont été sollicités à un niveau jamais atteint ces dernières années. Avec ça, j'ai fait le tour en fait de mon rapport moral. Si vous avez des questions, des remarques, c'est à vous. Thibaut, tu as désactivé ton micro? Ouais, j'attendais voir s'il y avait des questions, mais en remarque, je rajouterais que sans ton investissement à toi, les autres administrateurs feraient pas grand-chose, enfin, pourraient pas faire grand-chose parce que c'est toi qui as grandement maintenu le fonctionnement en route et c'est quand on parle des mains dans le conduit des conventions, c'est principalement tes mains et du coup, merci énormément pour ça. Merci pour ce commentaire. Après, il faut bien qu'il y en ait qui s'y mettent. On va dire ça comme ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, alors je vais juste euh, copier dans le chat, enfin, dans le document, mon rapport moral. Alors, il y a encore des coquilles, j'espère que ça va aller. Voilà. Tac. Et normalement, on doit voter en fait ce rapport moral. Est-ce qu'il y a en fait des... Alors, juste vérifier. Bon, voilà.
Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent au rapport moral? Donc, est-ce qu'on considère que d'un point, on a le consensus, enfin, c'est pas le terme, c'est pas le bon terme, c'est en gros, on a en fait, si on a un consensus pour valider le rapport moral? Oui. A priori, c'est le cas, donc dans ce cas-là, merci à tous et on peut noter que le rapport moral est adopté à l'unanimité. Merci. Dans ce cas-là, hop, on doit passer à la partie rapport financier. Thibaut, je te laisse la parole. Donc, le rapport financier a été préparé par Christine. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles du commissaire aux comptes? Le commissaire aux comptes ne sera pas présent. Si, je suis là. D'accord. Ah, Bonjour. Je suis arrivée un peu en bonjour. retard. Excusez-moi, j'avais 10 minutes de retard sur la visio. J'étais retenue par un appel client, mais je suis bien là. Ah bon, bah, merci. Très bien. Merci. Du coup, je vais faire la présentation du bilan, puis je vous laisserai la parole ensuite pour votre partie. Donc, le bilan 2024 de l'association, il s'élève à 120 437 euros. 620 437 euros. Il est en augmentation de 12% par rapport à l'année 2023. Au niveau de l'actif immobilisé, n'a pas connu de variation significative. Il y a une légère augmentation du compte de dépôt et cautionnement qui est liée à la fluctuation annuelle auprès du GEG2A, qui est la structure qui gère une partie de la comptabilité de l'association, et par rapport à la caution auprès de, les, de l'organisme qui fait boîte aux lettres à l'heure actuelle. C'est la société de domiciliation qui a été souscrite en décembre 2024. Au niveau de l'actif circulant, il y a une baisse des créances clients avec une amélioration du délai d'encaissement et parallèlement à ça, une augmentation des disponibilités avec le versement de soldes et d'avances qui est plus fluide depuis la fin 2023, ce qui permet que 2024 a connu une trésorerie très favorable. Au niveau du passif, les fonds propres, ben, Valérie en a déjà un petit peu parlé, ils sont en augmentation de 95%. Il y avait eu un report à nouveau qui avait été voté à la dernière Assemblée générale de 179 150 euros. Et on a un résultat d'exercice 2024 qui est à 170 096 euros, ce qui fait qu'on a un total des fonds propres au 31 décembre 2024 de 349 246 euros, ce qui est très important. Donc, enfin, en tout cas pour une structure associative comme la nôtre. Donc, c'est quelque chose d'assez rassurant. Au niveau des provisions que l'association doit faire, on a une diminution considérable des provisions sur 2024, moins 56%. Les provisions concernent exclusivement les indemnités de fin de carrière. Dans les exercices précédents, il y avait des provisions pour risque qui avaient été constituées afin de couvrir les incertitudes liées au programme européen Life Natural. Ça, c'est un programme qui s'est terminé en 2023 et du coup, il n'y a plus eu besoin de reporter ces provisions sur 2024. Au niveau des dettes, la diminution des dettes fournisseurs s'explique par une situation de trésorerie excédentaire sur l'exercice. On a du coup pu payer nos dettes de manière rapide et fluide dans le respect des délais contractuels. Il y a aussi une diminution des dettes sociales et fiscales qui s'explique par la baisse de la masse salariale, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de la charge salariale et fiscale, pardon.
Et d'autre part, il y a une diminution de la provision pour congés payés à la clôture de l'exercice, parce que les salariés ont bien pris leur congé en temps et en heure. Bravo à vous. Ça, c'était pas marqué dans le. Je viens de le rajouter à- aux notes de Christine. Les produits constatés d'avance sont également diminués en lien avec le suivi des différents programmes. Notamment, il y a certaines conventions pluriannuelles d'objectifs qui ne prévoient pas la possibilité de faire des produits constatés d'avance. Et du coup, c'est ce qui explique en grande partie cette baisse. Euh, voilà, grosso modo, pour la présentation du bilan, du rapport financier. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe la parole à Madame Pinto? Je vois pas de questions pour l'instant. Du coup, je laisse la parole au commissaire aux comptes. Oui, bonjour. Donc Camille Pinto, moi je suis associée au cabinet Axiom Audit, donc qui certifie les comptes de l'association Tela Botanica. Voilà, je m'occupe de la partie opérationnelle également de l'audit des comptes, et donc je vais vous faire la lecture des deux rapports qui sont émis par le CAC au titre de l'exercice 2024. Le premier concerne la certification sur les comptes purs et simples. Pour rappel, donc le commissaire aux comptes peut émettre trois natures de certification. Le premier, c'est une certification pure et simple. La deuxième, c'est une certification avec réserve, donc soit réserve pour désaccord lorsqu'une correction sur les comptes n'a pas été apportée, soit une réserve pour limitation lorsque on a été limité dans nos travaux pour une raison extérieure, ou bien tout simplement un refus de certifier. Donc voici les trois natures de certification. Donc en l'occurrence pour l'association Tela Botanica, donc on est sur une certification pure et simple, hein, voilà, on a effectivement porté une attention particulière sur ce résultat excédentaire 2024. On s'est attaché effectivement à regarder plus en détail l'origine de cet excédent qui vous a bien été détaillé là dans votre rapport moral et financier. Voilà, parce qu'effectivement, il y avait des circonstances qui faisaient que voilà, il y avait des actions qui étaient en cours avec une baisse de la masse salariale. Donc, on voulait effectivement s'assurer que les produits qui étaient bien enregistrés au titre de l'exercice 2024 étaient bien faits sur la base d'actions réalisées et pour lesquelles il n'y ait pas de risque qu'on n'encaisse pas les créances qui auraient été provisionnées dans les comptes. Sur ça, on n'a pas eu effectivement de remarques particulières. Donc c'était le principal, effectivement, attention qu'on a porté sur les comptes 2024. Après, on est sur un audit classique, bien sûr, de l'association. Donc, je vais vous faire la lecture de ce rapport. Donc, on vous rappelle qu'en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, on a effectué l'audit des comptes de Tela Botanica relatif à l'exercice 2024, tels qu'ils sont joints à notre rapport et tels qu'ils viennent de vous être présentés. On vous rappelle le référentiel d'audit, pardon, qu'on a exécuté notre mission selon les normes applicables en France et qu'on a collecté les éléments suffisants qui nous ont permis d'appréhender les comptes et de fonder notre opinion. Donc, pour rappel, le commissaire aux comptes n'émet pas une assurance absolue que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives, mais bien une assurance raisonnable. Donc, on procède par sondage. On a un taux de couverture, effectivement, on émet des seuils et au-dessus de ces seuils-là, on prend toutes les pièces nécessaires. Et en l'occurrence, lorsqu'on a atteint le taux de couverture de nos contrôles, on peut mettre en exergue notre jugement professionnel. Donc à ce titre, on a été effectivement en relation avec Christine Cajdas, qui est notre principale interlocutrice pour l'audit des comptes. Donc à ce titre, on la remercie, hein. Je sais qu'elle n'est pas là, mais vous lui passerez le message. Euh, on remercie également aussi votre président et votre conseil d'administration avec lequel on a quand même pas mal échangé au vu effectivement des enjeux actuels de l'association. Donc pour ça, merci beaucoup.
Voilà, on vous rappelle effectivement également le caractère d'indépendance du commissaire aux comptes, qu'on a effectué notre mission dans le respect des règles déontologiques et d'indépendance prévues par le Code de commerce, mais également par le Code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes, et qu'à ce titre, on a été totalement indépendant. On est donc sur une certification pure et simple, comme je vous disais. Donc, on certifie que les comptes sont au regard des principes et règles françaises, réguliers et sincères, et qu'ils donnent une image fidèle du résultat de l'exercice écoulé, donc sur la partie compte de résultat, mais également de la situation financière du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice tel qu'il vous a été présenté au titre du bilan arrêté au 31 décembre 2024. Voilà pour la partie rapport général sur les comptes. On a également un deuxième rapport à émettre qui est le rapport sur les conventions réglementées. Donc, pour rappel, c'est un rapport qui relate les flux qui pourraient intervenir entre l'association et un membre de l'association elle-même, donc pour éviter effectivement les conflits d'intérêts. On privilégierait effectivement une transaction qui interviendrait avec un membre de l'association elle-même. Donc, en ce qui concerne l'association Tela Botanica, on n'a pas relaté de flux à ce titre. Donc, le rapport est à néant. Voilà. Euh, donc, j'en ai fini pour l'intervention du commissaire aux comptes. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Alors, je ne vois pas de questions. Je vous remercie également pour tout le travail effectué et les échanges avec Christine sur tous ces aspects un petit peu Mhm. complexes, au moins de mon point de vue, de, de budget et autres. C'est sûr que ça permet, ça rassure aussi d'avoir ce regard critique sur nos dépenses, nos recettes. Donc, C'est merci pour normal. votre travail. Alors, s'il n'y a pas de remarques, on a deux votes à faire, normalement. On a un vote sur les comptes tels qu'ils ont été présentés par Thibault, et on a un deuxième vote qui correspond à l'affectation du résultat. Donc, j'ai un tout petit peu de souci de machine. J'ai l'impression que je ne peux pas, hop, vous refaire. Est-ce que vous voyez toujours mon partage d'écran? Oui. Oui, par contre, on voit on voit Trente le une navigateur secondes. Internet. Alors, je vais tenter d'arrêter le partage, comme ça. Ça a marché. Ça a marché. Je vais essayer de remettre en fait ce qu'il faut. Pourquoi le diaporama s'est arrêté? J'ai un souci avec PowerPoint. Bah, 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 bah. Non, j'ai un outil qui ne veut plus fonctionner comme je veux. Bon. Je vais essayer de m'en sortir. Alors, juste dans les listes, ouf, qu'est-ce qui... Alors, je ne comprends pas ce qui se passe. Ouf. Si, on va passer en fait... donc, je vous propose de voter sur la partie, en fait, les comptes tels qu'elles ont été présentés par Thibault, qui s'oppose à la présentation du trésorier, donc à la présentation des comptes. Personne qui s'abstient, pas d'abstention. Donc dans ce cas-là, les comptes sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée générale. Par ailleurs, donc on a un résultat exceptionnel d'un peu plus de 170 000 euros. Et on a à voter pour affecter ce résultat. Alors, Thibault ou Madame Pinto, je n'ai pas l'expression exacte, je ne sais plus à quoi je dois l'affecter. Un Ça doit report être à nous. au report à nouveau. Merci. Mm. Donc, je vous propose de voter pour l'affectation du résultat 2024 au report à nouveau. Donc, qui s'oppose à cette affectation? Qui s'abstient? Donc, a priori, on est également en fait sur un vote à l'unanimité pour ce report à nouveau.
merci à tous de ce point de vue-là. Alors, j'ai toujours pas résolu mon problème avec PowerPoint, je m'excuse. Par contre, je note que dans les présents, on a une personne en plus dont le nom sur Zoom est AD11. Est-ce qu'on pourrait avoir, juste votre nom complet? Non, AD11 est figé. Histoire d'avoir la liste exacte des choses. Donc je vais devoir, moi, tenter un petit peu de... Je vais devoir me déconnecter, je m'excuse, pour essayer de récupérer à peu près récupérer ma machine qui est... J'en profite pour dis-moi, remercier Philippe. Madame Pinto de sa présence et du coup, si vous voulez y aller, on vous libère. Et mais sinon, si vous voulez rester, vous êtes bienvenus. J'ai pas vu l'ordre du jour. Vous avez quoi comme point encore par la suite? Si c'est un point sur l'évolution de Tela, je suis preneuse de rester parmi Eh vous. ben, en fait, la discussion sur l'évolution de Tela, elle sera après la présentation des activités en fait 2024. Oui, bah, je vais poursuivre la réunion avec vous. Ok, merci. Très bien. Merci. Donc, alors, Valérie, si tu te déconnectes du Zoom, il n'y a pas de problème pour l'enregistrement de la vidéo? je vais tenter autrement. Je vais passer par le gestionnaire de tâches. Euh, Puisqu'il y en a un qu'il faut que je supprime. Toc, toc, toc. Alors, hop là. Normalement, ça devrait pouvoir fonctionner un petit peu mieux maintenant. Alors, j'ai un peu plus de liberté et je vous remets le PowerPoint. Alors, tac. Et je remets au bon endroit. Tout, 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 tout. Est-ce que là, ça a l'air de marquer rapport d'activité sur tous vos écrans? Oui, c'est bon. Ok. Oui, Bon, donc dans ce cas-là, Audrey, je te laisse la parole et puis je fais défiler les diapos. Très bien. Les premières diapositives du rapport concernent plus l'association globalement, mais je peux y aller aussi. Alors du coup, pour ce rapport d'activité 2024, donc tout le rapport, vous pouvez le télécharger en ligne. On vous a mis le lien dans la diapositive précédente. Aujourd'hui, je vais essayer de vous retranscrire tout ce qui s'est passé en 2024 en lien avec ce rapport d'activité que vous pouvez consulter et en essayant de parler aussi pour tous mes collègues qui ont travaillé sur l'ensemble des projets qui vont être évoqués. Voilà, mais c'est le fruit de notre travail commun. On peut passer à la diapositive suivante, Valérie. Donc, en ce qui concerne la vie en ce qui concerne la vie associative, donc le CA, le CST et l'équipe salariée. Diapositive suivante, Valérie, encore une fois. Donc plus globalement, on a le réseau Tela Botanica qui est administré par l'association Tela Botanica. Tu l'as déjà dit avant, hein, Valérie, les différents fondateurs de l'association, peut-être voilà, les présidents qui se sont succédés, donc Daniel, Christophe et aujourd'hui Valérie. Donc c'est un réseau de plus de 60 000 personnes qui s'inscrivent sur le site internet de Tela Botanica. On va en parler tout à l'heure. On peut passer à la diapositive suivante. Et l'association qui anime ce réseau a 3 grandes missions principales. La première, c'est de faciliter la collaboration autour de projets botaniques. Donc c'est pour cela qu'on a un site web sur lequel on informe et on mobilise la communauté où elle se retrouve. Ensuite, c'est de faire que la botanique soit un bien commun. Donc on met en place les outils nécessaires pour créer et partager des connaissances botaniques libres qui servent
en partie à alimenter des programmes de sensibilisation et de formation sur le monde des plantes. Donc, c'est notre troisième mission, de manière à développer les compétences et à impliquer le plus grand nombre dans des programmes participatifs. Et donc, tout ça, c'est un cercle vertueux, puisque en mettant en réseau, en produisant de la connaissance, en la mettant à disposition, en sensibilisant, on permet aussi à de nouvelles personnes de rejoindre la communauté et contribuer à leur tour. On peut passer à la suite. Donc ce réseau est grandissant. À l'heure actuelle, c'est 68 790 télabotanistes qui se retrouvent sur le site web. On peut voir sur la droite la courbe d'évolution en fait du nombre d'inscrits par année, en cumulé et par année. Voilà. Et voilà. Et ce réseau est réellement une force pour mobiliser les citoyens en fait sur des thématiques, bien sûr, de la botanique, mais aussi plus globalement de la biodiversité. Et on vient vraiment en appui dans certains programmes aux politiques sur la connaissance. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout sur cette diapositive que je peux partager. Alors, qui se retrouve sur le site de Tela Botanica? On va retrouver des scientifiques, on va retrouver des amateurs, des botanistes experts, des personnes qui sont juste curieuses et qui ont envie d'en apprendre plus sur les plantes. Donc voilà, l'idée c'est que sur ce site de Tela Botanica, les gens puissent s'inscrire comme ils le souhaitent, c'est-à-dire ils peuvent s'inscrire, se désinscrire quand ils l'entendent, et accéder à de nombreuses ressources. Toutes les ressources sont en licence Creative Commons, particulièrement avec la licence CC by SA, qui permet en fait la réutilisation, la modification de tous les contenus, mais avec la réapplication de la même licence, et bien entendu avec la citation des auteurs et propriétaires des contenus. Voilà, et puis le réseau Tela Botanica est une communauté épistémique sur la botanique, donc qui est vraiment une communauté qui crée en fait de la connaissance sur le sujet. On peut passer à la suivante. Donc voici la composition du conseil d'administration. Je ne sais pas si vous voulez dire côté conseil d'administration un mot sur cette diapositive pour les postes vacants en 2024 et en 2025 peut-être. Non, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Ça reflète simplement la difficulté à avoir des gens qui s'impliquent dans l'administration, peut-être. Et puis D'accord. la complexité aussi de notre système avec des membres du réseau, des adhérents et puis des administrateurs en plus des salariés. Donc un fonctionnement qui est un petit peu compliqué à expliquer et à comprendre l'importance derrière. Merci. Voilà. Et Ensuite, du coup, on peut passer à la suivante. Donc, on a aussi, en plus d'un conseil d'administration, on a aussi un conseil scientifique et technique qui est composé de 24 experts du domaine, que ce soit dans le domaine de la botanique, dans le domaine du numérique, mais aussi sur les sujets qui font partie de la Botanica, en l'occurrence sur la coopération. Donc voilà, la composition SST que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet de Tela Botanica. Diapositive suivante, qui concerne l'équipe permanente. Donc, comme Valérie a pu l'évoquer dans le rapport moral tout à l'heure, pas mal de mouvements ces dernières années. Donc, voilà, un récapitulatif des personnes salariées et en service civique et en stage à Tela Botanica, qui sont passées dans l'association et qui se sont investies sur 2024 et 2025, ou alors juste en 2024 et en 2020, ou en 2025. Voilà. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire. Nos compétences, c'est des compétences d'animation, communication, d'informatique, d'ingénierie pédagogique et aussi de direction, repris par le conseil d'administration depuis plusieurs mois, on va dire. Donc, en 2024, on était 9,57 ETP. Donc, comme ça a été évoqué avant, avec une diminution par rapport à 2023. Et en 2024, on a eu la chance d'être accompagné par 2 volontaires en service civique et 3 stagiaires qu'on remercie chaleureusement. Voilà. Donc, les membres de l'équipe actuelle et passée sont aussi consultables sur le site internet de Tela Botanica. Donc, on va pouvoir passer aux actions opérationnelles de l'association. Donc, on a divisé en 3 grandes parties. Donc, voici la première, la grande action de Tela Botanica. La première, c'est d'animer et de documenter. Mais on aura aussi, on verra tout à l'heure, la deuxième qui consiste à mobiliser, sensibiliser, et la troisième à former et accompagner.
Donc, pour ce qui concerne cette action-là, l'outil central de cette action, c'est le site internet de Tela Botanica. On va pouvoir voir sur la diapositive suivante. Voilà. Le site internet de Tela Botanica est le portail en fait du réseau des 68 790 personnes qui s'inscrivent en fait sur ce site, consultable sur l'URL tela-botanica.org que vous connaissez. Voilà. Quoi dire? Ben, en fait, ce site-là, vu qu'il centralise l'activité du réseau, on peut comptabiliser beaucoup de sessions en fait, de consultation en fait sur le site, avec 4,4 millions de pages consultées en 2024, 1,8 million de sessions et 1 million d'utilisateurs détectés sur le site. Donc, on peut aussi voir sur la carte que vous voyez en dessous et puis les indications à droite en fonction des pays que ben, les utilisateurs sont majoritairement en grande partie en France, mais on retrouve bien entendu beaucoup de pays francophones vu que l'objet de l'association et du réseau est aussi la francophonie. Sur le site de Tela Botanica, vous pouvez également retrouver les actualités de la botanique qui sont postées sur notre section actualités. Toutes ces actualités-là sont recensées et diffusées à travers une newsletter hebdomadaire qui est envoyée chaque jeudi soir. À cette newsletter, on a 42 000 abonnés. Donc, ce qui équivaut à 8 000 abonnés en plus en 5 ans, sur ces 5 dernières années. En 2024, on a eu 1480 événements publiés sur le site. Vous avez le détail de ces différentes catégories d'actualités publiées sur la diapositive. Et il faut savoir que ces actualités sont collaboratives, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont inscrites déjà sur le réseau Tela Botanica, sur le site, peuvent poster des actualités qui sont modérées par des salariés de Tela Botanica. Et en 2024, ça a été 395 rédacteurs d'actualité sur le site de Tela. Alors, on va retrouver des institutions, des associations, des botanistes, des citoyens, etc. Parmi les rédacteurs. Et vous pouvez voir sur les 2 courbes de la diapositive l'évolution en fait du nombre de rédacteurs et du nombre d'abonnés. En termes de nombre d'abonnés, on est assez constant. En termes de rédacteurs, on a une légère baisse qui est là depuis 2022. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, Tela Botanica apporte des contenus dans cette newsletter, en l'occurrence des actualités qu'on a vues sur la toile et qui permet un peu de regrouper des actualités qu'on retrouve sur le web. Et ouais, tu peux passer à la diapositive suivante. Merci Valérie. Sur le site de Tela Botanica, on a également des espaces projets. Donc, c'est des espaces mis à disposition du réseau qui peuvent être ouverts et dont certains sont ouverts. Donc, déjà 107 espaces collaboratifs hébergés sur le site. Donc, 78 espaces publics sur le site, dont 9 sur les sciences participatives et 29 espaces privés. Il y en a eu 2 nouveaux. En 2024, un sur la flore des cultures sur l'objectif PlanteNet en lien avec les sciences participatives qu'on vous présentera tout à l'heure, et puis un autre Anjou Mousse, c'est le frère d'Anjou Bota pour les bryophytes de Maine-et-Loire. Donc c'est la déclinaison d'un espace projet qui existait déjà. Voilà. Et ces espaces projets, juste pour rappel, permettent d'avoir à disposition des espaces de rédaction collaborative, des porte-documents, des cartographies et des outils qui permettent de collecter sur des thématiques données des observations, entre autres. Parmi ces outils qui permettent justement de collecter des observations, nous avons toute la série d'outils de Floradata. Alors, Floradata, plus globalement, c'est un programme de sciences participatives sur la botanique très globalement. En fait, il suffit d'observer une plante pour pouvoir partager une observation via ce programme. En 2024, ce programme a atteint plus de 1 million d'observations botaniques publiques, donc 1 243 022 observations plus spécifiquement, depuis la création de l'association.
Voilà, donc du coup, toutes ces données, il faut savoir qu'elles sont transmises au SINP, donc à l'échelle nationale pour partage et en termes de chiffres, on a eu en 2024, 166 756 données enregistrées avec une part de données publiques et une part de données privées et on a également, fait la distinction avec des données de grade, alors, de grade 3 et 4. C'est des données, en fait, pour lesquelles la fiabilité est élevée, où, il y a eu des réactions sur, les observations, des validations de détermination et cetera. En termes d'observateurs, donc, toutes ces personnes qui ont contribué à cette base de données, on a jusqu'à présent 4 589 observateurs, qui ont partagé, des observations, de manière publique ou privée. On peut passer à la diapositive suivante. Donc pour, outiller, on va dire Floradata, on a plusieurs méthodes. Donc déjà pour saisir ces données, on a un carnet en ligne. Donc, c'est un outil en fait d'envoi de données d'observation, mais c'est aussi un outil de gestion des données dans lesquelles on peut modifier ces observations, dans lesquelles on peut les importer, les exporter, etc. Mais on a aussi un outil qui permet de saisir de manière plus simplifiée, c'est ce qu'on appelle les widgets, des données d'observation. Donc c'est un outil qui est aussi connecté au carnet en ligne, c'est juste un outil simplifié du carnet en ligne. Donc ça, c'est deux moyens de saisir ces données directement sur Tela Botanica, mais on a également reconnecté depuis quelque temps les outils de Tela Botanica, en tout cas la base de données avec PlantNet, que vous connaissez, donc l'application mobile qui permet de prendre en photo une plante et d'avoir le nom de la plante photographiée. Et donc du coup, quand on saisit maintenant ces données sur PlantNet, les télabotanistes peuvent gérer leurs données également sur les outils du carnet en ligne. Donc ça a permis aussi de connecter beaucoup d'observations ces dernières années, en tout cas de récupérer des observations collectées via PlantNet. Donc finalement, on a 3 moyens de saisir ces données. Donc via le carnet en ligne, il y en a eu, le carnet en ligne gestionnaire, on va dire, on a eu 11 179 données saisies. Via les widgets, on en a eu plus de 15 000 et via PlantNet, on en a eu plus de 140 000, ce qui montre l'attractivité de PlantNet également. En termes d'utilisateurs du carnet en ligne, on est à 220 utilisateurs. Alors en 2024, ce qui est important de souligner aussi, c'est que d'autres outils ont été complètement refondus. Donc en l'occurrence, Identiplan, qui est la plateforme en fait pour la plateforme où se retrouve le réseau en fait pour vérifier et donner des conseils de détermination sur les observations qui sont saisies via le carnet en ligne ou via PlantNet. Donc tout le carnet en ligne a été refondu. Je vous invite à aller le revisiter parce qu'il a bien changé et est plus ergonomique. Et on a également mis à jour le widget photo, enfin redéveloppé le widget photo en l'occurrence, comme vous pouvez le voir sur les 2 illustrations à droite, qui permet en fait voilà, de consulter plus spécifiquement les photos envoyées via les observations du réseau et de les taguer en fonction de ce qu'on peut voir, etc. En termes d'organes, etc. Je ne m'étends pas trop, mais voilà, vous pouvez consulter tout ça en ligne. Ensuite, toujours en lien avec Floradata, en l'occurrence, on anime en fait ces outils auprès des télabotanistes. Donc, cette animation vise à permettre la découverte de ces outils et leur prise en main, en l'occurrence à travers les actions dans des programmes de sciences participatives, mais aussi dans des campagnes de sensibilisation et d'autres actions spécifiques. En l'occurrence, en 2024, a été publié un ouvrage, donc un guide composé de 12 pages, voilà, qui permet en fait à tout à chacun de créer son propre observatoire sur la flore. Voilà. Vous pouvez consulter en ligne également. Et pour animer également la vérification des données, en tout cas l'amélioration des données dans la base de données Floradata, on mène des défis mensuels sur la qualification des images, en l'occurrence via Pictoflora. Donc Pictoflora qui est la plateforme en fait de visualisation et de traitement des images envoyées par le réseau via les observations. Et ce qui a permis en 2014 de traiter, en l'occurrence, pour vous donner un exemple, 14 espèces peu renseignées, en règle générale, qui ont été mises à l'honneur de manière à encourager les personnes à saisir des données sur ces espèces-là et à vérifier ces espèces. C'est les observations qui étaient envoyées en lien avec ces espèces. Vous avez un aperçu un peu ici de l'interface Pictoflora sur la droite.
En termes d'autres outils qui permettent justement de traiter de la botanique et de rendre visibles en fait les données du réseau, nous avons travaillé sur le projet Botascopia en 2024. Donc, ce projet a été lancé en 2022. Il a comme objectif de créer et de mettre à disposition une base de données ouverte sur les caractères des plantes, donc en l'occurrence la morphologie, la reproduction, les caractéristiques écologiques et les propriétés. Et l'idée, c'est que cet outil permette de créer des fiches descriptives d'espèces de plantes locales, donc associant des informations qualitatives et des photographies des organes. Donc, vous pouvez voir un exemple de fiche sur la droite ici. Donc ce projet est un projet qui a été initié et porté par l'Université Paris-Saclay et Tela Botanica. Et il s'articule autour de deux dynamiques de recherche, donc deux programmes de recherche, plantes agroéco, en partenariat avec l'INRAE, le CIRAD, l'INRAE et l'Université Paris-Saclay. Et le projet Flore, en partenariat avec l'INRIA à nouveau, l'Université Paris-Saclay et le CNRS. Donc, ce qu'on a fait l'année dernière en termes d'action, c'est qu'on a créé un formulaire de saisie, on a créé la possibilité de télécharger les fiches descriptives en PDF. On a également créé un centre de ressources pédagogiques pour encourager des personnes à saisir des données pour enrichir la base de données Botascopia, les encourager et les accompagner. Voilà, et du coup, on est aussi sur un principe de création de collection de fiches. Donc, par thématique, on peut retrouver des fiches descriptives d'espèces. Et donc, du coup, il y a 7 nouvelles collections de fiches qui ont été créées. Bien entendu, on encourage tout le réseau à participer à l'enrichissement des données de Botascopia. Donc, il y a eu des appels à participation. Et on retrouve du coup sur Botascopia en 2024 251 fiches créées, dont 93 publiées et 158 en cours de validation. Il faut savoir que ce programme, en fait, est développé dans le cadre du projet Flore et grâce aux synergies avec ce programme, en l'occurrence avec le projet Planterie, du coup, on va pouvoir, Back to the Tree, pardon, avec l'INRIA, on va pouvoir fusionner ces deux projets, donc Botascopia et Back to the Tree, qui, pour Back to the Tree, vise à créer des clés de détermination. Et donc, du coup, la fusion des deux va toujours garder le nom Botascopia et les outils de Botascopia vont être développés par l'INRIA pour un déploiement en 2025. Concernant iFlore et les référentiels, donc iFlore, pour ceux qui le découvrent, iFlore, c'est la flore en ligne de Tela Botanica, l'encyclopédie botanique de Tela Botanica, où on peut retrouver plusieurs informations par espèce en termes de description, en termes de répartition, en termes d'ethnobotanique, etc. C'est un outil collaboratif avec des espaces de rédaction collaboratifs à l'intérieur. Et en 2024, ce que nous avons pu mettre en place, c'est la mise à jour en fait de plusieurs bases de données. Donc, en l'occurrence, on a pu travailler sur les optimums écologiques des plantes avec la base Baseflore et les données phytosociologiques avec la base BaseVeg, grâce à tous les travaux réalisés par un contributeur du réseau qui est Philippe Jules, dans le cadre de son programme de travail 4 minutes. On a également pu mettre à jour sur iFlore des cartes d'observation grâce à des données provenant d'un programme de sciences participatives dont on parlera tout à l'heure, Vigiflore. Voilà, donc pour ceux qui connaissent le référentiel nomenclatural et taxonomique de la flore vasculaire de France métropolitaine, donc qui a été étendu à quelques taxons du coup du nord d'Afrique et à tous les taxons européens, a également été mise à jour, donc ce qu'on appelle aussi la BDTFX, enfin en plus la BDTFX. Et voilà, du coup tout ça, ça permet aussi de mettre à jour iFlore qui se base sur ces référentiels-là. Quoi vous dire de plus? On continue à avoir un réseau de botanistes experts qui est mobilisé sur ces référentiels, en l'occurrence 110 botanistes spécialisés sur la flore la flore française, pardon. Et donc du coup, on a des espaces d'échange pour ces groupes-là, en l'occurrence la liste de discussion ISFF, donc Index synonymique de la flore de France, mis en place par Tela Botanica et animé, et voilà, sur lequel on peut retrouver pas mal d'échanges, donc 95 échanges en 2024, pardon. Voici
tout ce qu'on a fait pour l'action 1. On passe à l'action 2 qui concerne la mobilisation et la sensibilisation et dans lequel on va parler plus spécifiquement des programmes de sciences participatives. Donc, les programmes de sciences participatives, il y en a beaucoup. Je ne vais pas pouvoir vous décrire toutes les actions qui ont été menées l'année dernière, parce qu'il y en a vraiment un certain nombre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces programmes, pour la plupart, sont pas récents, dans le sens où ils sont là depuis un certain temps. Donc, depuis 2006, la Botanica travaille sur des programmes de sciences participatives et mobilise près de 7064 observateurs sur ces programmes-là et également des structures locales qui se portent volontaires pour être relais en fait de ces programmes-là localement et sensibiliser leur public de près. Voilà. Donc, le travail sur les sciences participatives, globalement, consiste à faire connaître ces programmes-là, organiser la prise en main des protocoles scientifiques qui sont menés avec les chercheurs référents sur les programmes et des fois également avec les observateurs et relais. Organiser et animer des ateliers pratiques, réaliser et diffuser des webinaires en présence des chercheurs référents, développer des partenariats pérennes, en l'occurrence des partenariats scientifiques, mais aussi des partenariats avec des structures relais de terrain. Et valoriser les programmes et la participation citoyenne auprès des différentes instances politiques, scientifiques, etc. Voilà, les publics concernés par ces programmes de sciences participatives sont très variés. On part du grand public, donc c'est-à-dire tout public s'intéressant à ces programmes de sciences participatives, jusqu'à des publics professionnels comme des collectivités, des structures de terrain, des gestionnaires, etc., des enseignants et j'en passe. Donc, concernant les sciences participatives plus globalement, donc pas par programme, mais on a des actions en fait qui sont transversales à tous les programmes de sciences participatives. Donc là, en l'occurrence, on va être présent sur des instances nationales. Ici, vous en avez plusieurs citées. Donc, instances nationales, mais aussi des projets, on peut dire nationaux, ou en tout cas qui sont transversales à plusieurs programmes. Donc, on va être présent dans le collectif national sciences participatives et biodiversité, qui est un réseau professionnel dans ce domaine-là, Science Ensemble, qui est un réseau d'acteurs sur sur des actions de recherche participative. La Fête de la Nature, que vous connaissez très certainement, c'est un grand événement qui a lieu tous les printemps et auquel beaucoup d'acteurs contribuent. Donc, on est mobilisé aussi dans ce collectif-là. Equipact, qui a été un projet de recherche qui a fini en 2024, qui se poursuit un tout petit peu encore cette année pour certaines actions ponctuelles et qui a permis en fait d'analyser certains de nos programmes à travers un regard scientifique et une méthodologie établie par les chercheurs du projet. Donc, Equipact qui correspond à équiper les acteurs pour plus d'impact sur les transitions. Voilà, et puis nous participons également à des événements en fait pour faire connaître les programmes de sciences participatives, des événements et des programmes. Donc en l'occurrence, il y a eu une participation au congrès national de la MCSTI, la MSTI en plus court, donc un réseau sur tout ce qui est médiation scientifique et le programme EXPE, donc expérimentation des métiers de demain, en collaboration avec la Cité de l'économie et des métiers de demain. Voilà, qui a permis un peu de communiquer auprès de nos programmes dans ces réseaux-là. Donc maintenant, on va peut-être s'atteler à chaque programme un par un, mais comme dit, je ne vais pas pouvoir vous détailler toutes les actions qui ont été menées parce qu'elles sont nombreuses, mais je vais pouvoir donner quelques petits exemples. Donc, on peut passer au programme Auprès de mon arbre. Donc le programme Auprès de mon arbre, c'est plutôt une communauté en fait de programmes de sciences participatives qui sont en lien avec l'arbre. Donc là, notre action, c'est d'animer en fait la communauté de porteurs de projets, de porteurs de programmes de sciences participatives qui travaillent sur la thématique de l'arbre. Donc en 2023, on avait lancé une enquête auprès de ces acteurs-là pour voir un peu leurs besoins par rapport à cette communauté-là. Enquête qui a été initiée en 2024 et certaines actions ont pu être mises en place en 2024 pour répondre à leurs besoins, en l'occurrence en termes de ressources pédagogiques, de webinaires, etc. On peut passer à l'action programme suivant. Donc, le programme suivant, ça va être Sauvage de ma rue et Street. Alors, Sauvage de ma rue, je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent. C'est un programme de sciences participatives qui vise à inventorier les espèces
enfin les plantes en fait qui poussent sur les trottoirs en milieu urbain. L'idée en fait, c'est de mieux comprendre la dynamique des populations végétales en ville, un programme qui est mené avec le MNHN. Et on a son petit frère, si on peut dire, qui est le programme Street, un programme qui vise à faire la même chose, mais plus spécifiquement au pied des arbres des rues. Pour ce programme, en 2024, on a 8 998 observations qui ont été collectées sur Sauvage de Maru, 584 sur Street. Il y a environ 500 rues qui sont inventoriées et il faut savoir que sur le programme Sauvage de Maru, on a 354 observateurs et 15 sur le programme Street. En termes d'action phare sur ce programme, on a eu un escape game qui a été développé, qu'on a appelé Mission Antidote, et des campagnes en fait qui ont été menées de manière à ce que les observateurs retournent sur des rues qui ont été inventoriées il y a quelques temps pour voir si les espèces étaient toujours là et pour mettre à jour un peu la base de données. Ensuite, on a le programme Florilège. Florilège, c'est un programme qui était animé avant par le MNHN, en collaboration avec d'autres partenaires. Florilège, peut-être que vous en avez entendu parler à travers Tela Botanica par le passé. Nous avions fait une déclinaison de Sauvage de Maru pour les gestionnaires d'espaces verts qui s'appelait Florilège Rue. Ben, voici Florilège Prairie Urbaine qui était avant animé par le MNHN et qui est maintenant délégué en termes d'animation, en termes de co-animation, on va dire, avec Tela Botanica. Donc, on est financé pour ce programme-là nouvellement par l'OFB. Et l'idée, c'est de mieux connaître en fait les effets des pratiques de gestion sur la qualité écologique des prairies, tout en travaillant avec les gestionnaires d'espaces verts. Donc, en 2024, il y a eu des webinaires qui ont été organisés autour de ce programme, mais aussi des formations à Paris, en l'occurrence, et dans d'autres villes de France, pour former en fait des gestionnaires d'espaces verts sur ce programme. Sur le programme suivant, qui est l'Observatoire des saisons. Voilà, merci. Attends, ma souris fait passer des trucs bizarres. Pas de souci, merci. Donc l'Observatoire des saisons est un des plus anciens programmes de Tela Botanica. C'est un programme qui est mené en partenariat avec le CEF-CNRS. Donc ce programme vise à inviter tout citoyen à relever en fait les stades phénologiques du vivant. Donc là, on se concentre pas seulement sur la flore, mais aussi sur la faune, pour mieux comprendre en fait l'avancée du changement climatique. Donc en termes d'action, l'année dernière, il y en a eu pas mal. Mais si je peux en citer une particulièrement, ça a été un atelier de recherche qui a été mené avec les participants du programme et avec les chercheurs en région Occitanie dans le cadre d'une déclinaison régionale avec l'IMBE. Donc voilà, et ça a été un atelier, des ateliers, un événement très intéressant, de manière à impliquer aussi les citoyens dans le protocole scientifique et à réfléchir en fait sur l'analyse en fait des données issues de ce programme. En 2024, ce programme a collecté 2496 observations phénologiques et c'est 1778 stations sur lesquelles il y a eu en fait des observations actives. On a 124 observateurs actifs et 207 nouveaux inscrits en 2024. Sur Vigiflore, un autre programme encore, qui était aussi animé par le passé par MNHN et qui est maintenant délégué en termes d'animation à Tela Botanica, en collaboration toujours avec le MNHN. Donc ce programme est un programme qui vise en fait à suivre la flore commune de France métropolitaine, qui se base sur un protocole un peu plus poussé. C'est pour ça qu'on s'adresse un peu plus à on va dire des amateurs, mais aussi des experts botanistes, puisque ça se base sur un protocole Quadra. En termes d'action principale l'année dernière, donc il y a eu un grand bilan qui a été mené pour faire le bilan justement de ce programme sur les 15 dernières années. Et comme tous les ans, il y a eu une rencontre de tous les contributeurs de ce projet-là qui a eu lieu. On peut passer à la diapositive suivante qui concerne le programme Lick & Go. Alors, je vous les liste, mais il y en a pas mal. Donc, le programme Lick & Go, c'est un programme qui
quant à lui, est animé par Sorbonne Université. Nous sommes partenaires de ce projet-là. D'ailleurs, en 2024, nous avons renouvelé notre convention avec Sorbonne Université. Ce programme, en fait, vise à suivre les lichens en ville pour mieux comprendre leur écologie et leur sensibilité aux pollutions, car c'est de bons indicateurs de pollution, justement. Et voilà, l'idée, ça a été de renouveler ce partenariat et aussi de continuer à mettre à disposition tous les outils de Tela Botanica pour ce programme et pour nos partenaires. Concernant l'Observatoire des Messicoles, donc l'Observatoire des Messicoles est un observatoire qui vise à inventorier, comme son nom l'indique, les plantes messicoles, donc les plantes qu'on va retrouver dans les champs, dans les cultures, donc qui sont inféodées aux moissons. Et donc, dans ce programme-là, en fait, l'idée, c'est qu'il s'intègre dans un programme plus global, un plan national d'action en faveur des messicoles. L'idée est d'observer, de sensibiliser sur ces plantes qui sont des espèces en régression, malheureusement. Donc, en 2024, on a pu collecter 57 observations de plantes messicoles. Et quelques actions ont été menées de communication et sur nos réseaux sociaux, dans l'aide d'actu, mais également le développement d'outils pédagogiques à destination de potentiels relais de ce programme-là. Sur les missions Flore, je crois que c'est le dernier des programmes de sciences participatives à vous présenter, ou peut-être pas, il y en a quelques-uns encore. Mission Flore, c'est une boîte en fait à plusieurs petites missions liées à des espèces d'intérêt ou alors à des espèces liées à un milieu d'intérêt. Voilà. Donc là, c'est toujours des inventaires participatifs. En 2024, nous avons poursuivi l'animation plus spécifiquement de 3 missions. Mission Flore échappée des jardins et des espaces verts, la mission Flore des échappées toujours en milieu forestier et une mission Flore échappée en milieu dunaire et littoraux. Voilà, il y a eu plusieurs actions de communication dans le cadre de ce programme, des ateliers de découverte, en l'occurrence au Jardin des plantes de Montpellier. Et nous avons collecté 16 observations et mobilisé 11 observateurs sur ces programmes, enfin sur ces missions-là, qui sont un peu plus délicates à mener par leur spécificité en termes d'espèces à observer. Voilà, les autres missions Flore, parce qu'il y en a plein d'autres, continuent à vivre et pour lesquelles on a obtenu 68 observations et mobilisé 34 observateurs en 2024, ce qui fait un total de 1087 observations sur l'ensemble des missions Flore et 283 observateurs depuis le lancement de ces missions. On peut retourner sur les diapositives suivantes. Voilà. Bon, Alors, le dernier programme, le dernier programme dont nous souhaitons vous parler, c'est un nouveau programme qui est lancé en collaboration avec les équipes PlanteNet. Donc, c'est la flore des cultures sur l'objectif PlanteNet. L'idée ici, c'est d'inviter tout acteur qui le souhaite, peut-être plus spécifiquement les acteurs qui s'y connaissent en botanique, dans le sens où c'est un programme également basé sur un protocole de Quadra. Donc là, l'idée, c'est d'agréger et d'annoter des images multispécimens de manière à avoir des images de couverture ou des images de Quadra, afin d'entraîner en fait l'application mobile PlanteNet à reconnaître et à déterminer des espèces sur un quadrat donné, on va dire, donc de faire un inventaire par reconnaissance visuelle. Donc en 2024, il y a eu des appels à participation sur ce programme-là, de l'accompagnement à la découverte de prise en main des protocoles et pas mal d'actions de communication à travers des articles et aussi avec toute la mise en place de la charte graphique de ce programme-là, en l'occurrence le logo. Alors, on peut aussi parler de PlanteNet dans les programmes de sciences participatives, puisque en fait, PlanteNet, SmartFlore. On peut aussi parler de SmartFlore dans le cadre des programmes de sciences participatives, parce que cet outil-là permet de créer des sentiers botaniques de manière collaborative. Donc, tout un chacun peut créer un sentier botanique virtuel en positionnant des points selon un chemin réalisé et les points correspondant aux espèces à observer. Donc, SmartFlore est une boîte à outils, c'est-à-dire qu'il y a une application mobile qui permet de visiter les sentiers, mais aussi un tableau de bord qui permet de créer ces sentiers. Voilà. Donc, en 2024, SmartFlore compte au total 308 sentiers botaniques et réunit 485 créateurs de sentiers
En 2024, on a eu 7 nouveaux sentiers botaniques qui ont été créés. Donc, vous pouvez trouver la liste là sur la présentation. Et on a fait plusieurs articles de communication sur le site de Tela Botanica pour communiquer dessus et une campagne de communication plus spécifiquement sur les réseaux sociaux à travers des petites vidéos et des posts qui ont permis de faire connaître cet outil. Voilà pour les programmes de sciences participatives. Mais dans toute la partie sensibilisation, nous avons d'autres choses qui sont liées plus spécifiquement à la newsletter de Tela Botanica et à l'espace actualité. Donc, notre chargé de communication a travaillé plus spécifiquement cette année l'année dernière, pardon, sur une campagne Tour de France botanique qui a consisté en fait à mettre en valeur la flore régionale et les acteurs locaux de la botanique par région. On a pu retrouver sur le site de Tela Botanica des articles sur ces thématiques-là. Donc, on a eu 8 étapes du Tour de France botanique, on va dire. Donc, on a eu, comme vous pouvez le voir, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, etc. Voilà. Et cette campagne-là a permis d'enrichir une carte qu'on continue d'entretenir sur le site de Tela Botanica, qui est la carte des acteurs de la botanique. Donc, on a en 2024 280 acteurs qui sont identifiés sur cette carte participative que vous pouvez retrouver sur notre site. D'autres campagnes botaniques ont été menées. En l'occurrence, comme tous les ans, depuis quelques années, on publie, on va dire, des cahiers de vacances. Cette année, le cahier de vacances a porté sur les ressources pédagogiques du MOOC botanique, les plantes et leurs usages, le MOOC botanique 2, qui a été diffusé il y a 2 ans maintenant. Et donc, ce cahier de vacances a été diffusé, comme vous pouvez vous le douter, pendant l'été. Toujours consultable en ligne actuellement. Et d'autres jeux ont été menés tout au long de l'année, donc en l'occurrence des jeux sur les différences pour encourager justement à l'observation de la morphologie des plantes sur des planches botaniques. Donc, vous pouvez trouver quelques exemples ici. D'autres campagnes sont menées via le site de Tela et les actualités. En l'occurrence, les défis photos, c'est des défis qui sont menés d'année en année. C'est un peu notre tradition maintenant. Donc, on a eu 3 défis photos l'année dernière qui ont été publiés et qui ont permis d'avoir 109 contributions. Donc, un défi photo sur la thématique quand la flore reprend ses droits, un autre sur la flore et la vie faune, une vie au perché, et une autre sur la nécrobotanique. Parmi les campagnes de communication, nous faisons aussi des campagnes sur les réseaux sociaux. L'année dernière, nous avons mené une campagne qui s'est appelée #PopPlante. Là, l'idée, c'était de faire découvrir sur les réseaux sociaux le monde végétal à travers la pop culture. Donc, on a eu des choses très, très amusantes où on faisait découvrir en fait certaines espèces à travers, par exemple, des films ou des BD ou des jeux qui sont très connus et donc des espèces qu'on peut retrouver dans ces différents supports. Donc, au total, il y a eu 13 duos pop-plantes qui ont été publiés en 2024. Vous pouvez trouver un exemple là sur la diapositive en lien avec Astérix et Obélix. Sur les réseaux sociaux, autre campagne, on a pu mener des jeux botaniques que vous pouvez voir ici. Donc là, en fait, c'était plutôt des capsules vidéo courtes et ludiques qui ont été publiées. Des jeux du type qui est qui, revue botanique, jeu des différences, trouver l'intrus, etc. Et grâce à toute cette dynamique, en fait, on arrive à avoir maintenant près de 70 000 personnes abonnées sur les réseaux sociaux de Tela Botanica qui concernent Facebook, X anciennement Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn. Et cela comptabilise également Tela Formation qui a Facebook et X également. Voici pour cette grande action 2 et nous finissons avec l'action 3 qui concerne la formation et l'accompagnement du réseau avec principalement Tela Formation. Donc la plateforme Tela Formation, en fait, c'est une plateforme en ligne qui permet de diffuser des formations de type MOOC, mais pas que, sur la botanique, la biodiversité et le changement climatique. Ces formations sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous. Et aujourd'hui, elle accueille une communauté apprenante de plus de 140 000
85 participants, dont 70% d'entre eux suivent les formations de cette plateforme à titre personnel. Les autres à titre professionnel, bien entendu. La grande nouveauté de 2024, c'est qu'on a mis à jour la plateforme, donc en tout cas la version de Moodle. Donc la Moodle, c'est la technologie sur laquelle la plateforme se trouve. Et afin d'optimiser tout simplement le système et rester toujours à jour en termes de sécurité. Téléformation aujourd'hui, c'est 7 MOOC et 1 Cook. Donc MOOC, c'est pour les abréviations, c'est Massive Open Online Course, des cours en ligne ouverts et gratuits pour tous. Et Cook, c'est des formations en ligne pour les professionnels, du type MOOC, mais spécifiques à des professionnels. Nous avons également 2 PDF, donc des retranscriptions en format PDF des 2 MOOC botaniques, 5 mini-modules de cours Téléaction qui sont basés sur des webinaires et des vidéos d'interview, et 2 kits d'accompagnement à des programmes de sciences participatives, en l'occurrence Sauvage de Marue et l'Observatoire des saisons. En 2024, les nouveautés, c'est qu'on a mis complètement à jour le PDF du MOOC Botanique 1 et on a créé de toutes pièces le PDF du MOOC Botanique 2, donc le MOOC portant sur les plantes et leurs usages. On compile sur cette fin d'année 2024 14 809 téléchargements pour le premier PDF et 3 867 téléchargements pour le second PDF. Et un message tout particulier à ceux qui ont téléchargé, qui ont également fait des dons pour ces supports-là. Merci à eux. Donc les téléchargements sont libres et gratuits et vous pouvez y accéder sur la plateforme de Téléformation. Ensuite, en 2024, nous avons également travaillé sur un autre MOOC, le MOOC Herbe Folle. C'était un MOOC qui a été diffusé en 2018 et en 2021, qui a été développé en collaboration avec l'Université Paris-Saclay. Et là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une mise à jour complète du cours en créant également de nouvelles ressources, en l'occurrence 2 nouvelles vidéos de cours sur l'agroécologie et la gestion urbaine des herbes folles et 16 midi-vidéos de présentation des espèces phares du MOOC. On a également retravaillé les quiz, vu qu'il y avait des nouvelles vidéos de cours, et les activités pratiques autour pour pousser plus spécifiquement les personnes à contribuer au programme Sauvage de Marue, mais également à pratiquer en fait leurs connaissances à travers ce programme. Donc ce MOOC a été mis à jour pour l'Université Paris-Saclay qui héberge également ce MOOC-là sur sa plateforme, de manière à ce qu'elle puisse la diffuser auprès de ses étudiants en attendant que nous puissions le faire auprès du grand public. Mais en attendant cela, nous avons diffusé les fameuses 16 mini-vidéos de présentation des espèces phares à travers une campagne portrait végétal que vous pouvez retrouver sur le site de Tela Botanica et également dans la newsletter de Téléformation. Un autre module de formation nouveau qui est sorti en 2024, enfin qui est sorti début 2025, mais que nous avons développé en 2024, c'est le module Téléaction. Plus spécifiquement développé sur la thématique de l'ethnobotanique. Nous en avions 4 autres avant, donc là c'est le 5e. Donc là l'idée c'est de sensibiliser les citoyens au monde des plantes, donc pour Téléaction plus globalement, et ici dans ce module-là à l'ethnobotanique. Donc nous avons eu pour cela 4 intervenantes, Florence Brunois-Passina, Vanessa Chelez, Carole Prousse et Mathilde Luette, qui sont chercheurs et botanistes. Et pour le cas de Mathilde, qui est en service civique à Tela Botanica et qui a travaillé sur l'ingénierie de ce projet. Donc, ce module permet d'accéder à 3 vidéos de formation et à des ressources complémentaires, des activités pratiques, des quiz. Et vous pouvez consulter ce cours sur la plateforme Téléformation. Il est toujours ouvert, gratuit pour tous. Et par contre, comme tous les autres modules Téléaction, il n'y a pas de limite dans le temps pour le suivre, contrairement au MOOC. Voilà pour la partie formation. Je continue directement avec les perspectives pour 2025. Ça vous va? Ça va, pas de Ok. souci, sauf s'il y a des questions. Mais je vois pas Peut-être, ouais, si d'érection, vous avez donc des... non, Ok, même chapeau pour tout le boulot, hein, encore une fois. ça marche.
Sur les grandes lignes 2025, donc si on se recentre sur justement les trois grandes missions de Tela Botanica, donc en lien avec le site de Tela Botanica plus globalement, on va continuer à diffuser de l'information botanique à travers le site, les actualités, la newsletter, à mener des campagnes de communication. On vous en dit pas trop parce que c'est la surprise pour cette année. Ensuite, on continue aussi d'améliorer tous les outils qu'il y a sur le site de Tela Botanica, de gérer aussi les bugs classiques qui arrivent régulièrement sur nos outils. Là, en termes d'amélioration, en l'occurrence, on va être sur l'amélioration de l'e-Flore avec ce qui est prévu, c'est l'affichage des photos sur e-Flore à revoir et à retravailler également l'indexation en fait d'informations descriptives des plantes dans le moteur de recherche. Voilà. Mise à jour également des serveurs. Ça, c'est un gros boulot également, car tous nos outils, toutes nos bases de données reposent là-dessus. Et ce qui est prévu, c'est la refonte des services de SmartFloor que je vous ai présenté tout à l'heure, donc l'outil qui permet de créer des sentiers botaniques. Sur la partie plus botanique participative, donc avec les sciences participatives, tout le travail qui a été mené en 2024, on continue à le poursuivre, toujours sur les mêmes programmes. Donc, animation, communication, mobilisation de relais, création de ressources pédagogiques, amélioration des protocoles scientifiques, visibilité des résultats scientifiques également. Voilà, donc tout ça, c'est à mener. Il y aura également des événements qui auront lieu. En l'occurrence, donc celui-ci est déjà passé, mais voilà, il y a eu un événement qui s'appelait Quartier sauvage à Montpellier, en collaboration avec l'association Mare Nostrum et la ville de Montpellier. Et puis, il y aura toujours notre présence dans les événements régionaux et nationaux qu'on a pu citer tout à l'heure, de manière à faire connaître les programmes et à les rendre visibles. Voilà. Et en termes de formation, sur Téléformation, diapositive suivante, voilà. On continue à animer et à héberger et à rendre disponibles les cours qui sont ouverts toute l'année. Donc, en l'occurrence, les mini-modules Téléaction, les kits de formation, donc le kit flore spontanée, le kit de l'Observatoire des saisons. Et également tous les 2 PDF des MOOC botaniques. Donc, le MOOC botanique 1, l'initiation à la reconnaissance des plantes, et le MOOC botanique 2, les plantes et leurs usages. La nouveauté qui pointe le bout de son nez en 2025, c'est que on va lancer un appel à manifestation d'intérêt. On l'a déjà lancé, donc là, du coup, on a collecté pas mal de candidatures pour la constitution en fait du MOOC botanique 3 qui porterait sur les végétations. Une autre enquête est également, enfin 2 enquêtes vont être également lancées. Une enquête dont vous pouvez déjà voir les résultats sur le site, qui concerne en fait l'impact de Téléformation dans le monde académique et les besoins dans ce secteur, et une autre pour connaître vos envies et sur des thématiques de MOOC futures que nous pourrions développer à l'avenir. Voilà pour 2025, année prometteuse. Merci Audrey pour toute cette présentation des activités, en fait, des actions de Tela. Je vais devoir boire, j'ai plus de salive. Oui, ça se comprend. Et dire boire un coup peut-être. Apprenez. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires ou des choses comme ça? Sachant que moi, j'ai déjà dit bravo pour tout ce qui est fait par l'équipe, en fait, dans toutes les directions, quand on voit les activités. Et là, c'est juste un extrait du rapport d'activité qui prend plein de choses. Donc, est-ce qu'il y a des remarques ou des choses comme ça? Non, ça n'a pas l'air. Bravo aussi, oui. Ouais. Donc, Et je juste rajouter merci à mes collègues de m'avoir fait confiance pour la présentation de cette action-là aussi. ouais. Merci à eux. Et merci à vous. Sur la partie échange, en fait, la partie échange qu'on installe là, elle est plus sur justement les questions plutôt sous-jacentes à toutes les activités, donc organisation et autres. Donc, ce que j'ai dit dans le rapport d'activité, c'est qu'on est dans des processus de cession partielle d'actifs. Donc, avec 3 actifs identifiés, la partie Téléformation, la partie sciences participatives et tout ce qui est site web, base de données, lettre d'actualité et annuaire qui est en fait intégré. Comme je le mentionnais dans le rapport moral,
La partie téléformation est celle qui est le plus avancée dans la session. On a un projet de rédaction alors comment on appelle ça, du contrat de cession avec l'UVED, la fondation UVED. Donc, on se revoit normalement demain et puis d'ici la fin du mois pour travailler, enfin finaliser ce projet. Et l'Assemblée générale devrait être ressollicitée à un moment donné sous forme d'AG exceptionnel pour valider en fait la cession des actifs associés. Donc, la chronologie, normalement, c'est réussir, enfin, d'après la juriste, on devrait pouvoir en fait faire cette cession de partiel d'actifs de Téléinformation d'ici fin octobre, début novembre. Donc ça, c'est le premier actif. Deuxième actif, c'est la partie sciences participatives. Donc, on a deux structures qui ont été sollicitées par rapport à cet actif-là. Donc, d'un côté, l'association Trace, de l'autre côté, l'association OPI, l'OPI, Office pour les insectes et l'environnement. On a la particularité que dans les deux cas, il y a des incertitudes qui ne sont pas les mêmes. Dans un cas, c'est plus sur est-ce qu'on n'est pas en train de se faire bouffer si on cède en fait à cette association-là. Et de l'autre côté, c'est l'association qui n'est pas sûre d'avoir la trésorerie cette année suffisamment en fait solide pour accueillir les choses. Mais en même temps, on travaille avec eux pour essayer de comment d'aplanir les questions, histoire que de la même manière, on essaye d'ici la fin d'année de faire la session partielle d'actifs sciences participatives. Donc il y a ce travail-là qui est en cours. Et le dernier actif, c'est la partie en fait site web lettre d'actu et puis donc base de données annuaire qui a été l'objet de discussions avec diverses structures, alors diverses associations. Et il y a toujours un questionnement sur, l'échelle en fait enfin, l'extension géographique de l'association qui a pu être sollicitée, parce que certaines ne sont pas au niveau national, donc c'est difficile pour elles de le porter. Et puis un aspect aussi sur la complexité informatique, parce qu'on a quelque chose qui est quand même je dis un beau monstre. Je ne vais pas être péjoratif du tout, mais c'est quelque chose qui est très compliqué d'un point de vue informatique et qui nécessite pas mal de compétences. Alors on les a. Dans la logique de la session, on a les compétences associées, mais mais la prise en compte par une association naturaliste d'outils informatiques n'est pas toujours aussi simple. Donc ça se travaille encore, cet aspect-là. Et il y a un point que je mets juste après qui est en fait assez essentiel dans les échanges aujourd'hui. C'est pas en fait lié aux actifs, c'est pas lié aux partenaires qui pourraient récupérer les actifs, c'est d'abord lié aux financeurs. On a en particulier certains partenaires financiers qui demandent à ce qu'une entité juridique porte les conventions de Tela Botanica jusqu'à leur échéance. Donc, ça veut dire quoi ça? C'est essentiellement l'OFB qui nous dit bah, on a une CPO qui va jusqu'au 31 décembre 2026 et qui va même jusqu'à mars 2027 parce que la justification des dépenses, elle peut être effectuée jusqu'à mars 2027. Et on souhaiterait qu'il y ait quelqu'un qui soit hérite en fait des actifs de Tela Botanica, mais grosso modo, que les versements se fassent faire Tela Botanica pour être versés à la structure qui prendrait certains des actifs. Donc ça complique un petit peu les échanges, parce que ça veut dire qu'on va vers les acteurs en leur disant, bah, on a une convention concernant ces actifs-là, mais le financeur, il veut nous donner les sous et on vous redonnera les sous. Avec l'ambiguïté, on doit exister. Enfin, ou du moins quelque chose qui s'appelle ou qui reprend l'activité de Tela Botanica doit exister. Donc, cette contrainte-là qui est apparue là, ces derniers mois, essentiellement de la part de l'OFB, elle nous oblige actuellement, en attendant aussi les négociations avec l'OFB, à se poser la question, enfin, à se dire quelque chose doit exister de Tela Botanica en 2026. Ce quelque chose, ça peut être une association, ça peut être une structure, une entité juridique
qui émane, qui dérive de l'association, une coopérative, une SCOP ou autre. Ça peut aussi être en fait une fusion de Tela Botanica avec une autre association, ce qui fait que l'autre association hériterait des conventions de Tela Botanica. Donc juridiquement, il faut qu'il y ait une structure qui existe. Ça complique un petit peu les choses. On n'a pas la solution actuellement au niveau du CA sur comment poursuivre ça. Par contre, ce qu'on propose en fait, c'est que l'AG mandate le CA pour essayer de maintenir une entité juridique tant que les partenaires en fait financiers nous le demandent. C'est un peu bizarre comme système, mais on est là aussi pour en discuter. Je vous mets en fait le texte un petit peu qui serait associé à ça et à mettre dans le compte-rendu. C'est que l'AGT La Botanica mandate le conseil d'administration pour poursuivre les actions de cession partielle d'actifs. Donc ça, c'est ce qui est en cours. Elle lui demande de maintenir, hop, il y a un espace qui manque, une entité juridique autant que de besoin pour porter au minimum les conventions de financement et de prestations qui ne pourraient être cédées du fait de demandes ou de contraintes des partenaires financiers. La logique, c'est vraiment de dire, on a une entité juridique qui doit porter les conventions ou les prestations, parce que dans les prestations, on a Plantagroeco qui est aussi en fait qui peut se effectuer jusqu'à en fait 2026, donc qui peut se transférer. C'est plus simple que l'OFB, mais essayer de fonctionner là-dessus, sans pouvoir écrire aujourd'hui quel serait le modèle juridique sous-jacent, mais vraiment dire il y a une entité juridique qui est associée à ça. Et là-dessus, j'apprécierais en fait qu'on échange pour essayer de voir si s'il y a d'autres idées, d'autres options qui peuvent émerger de la discussion. Ou vos réactions aussi simplement là-dessus. Non, Sarah, t'as ouvert ton micro? Non, non. Non, Pour tu veux pas suivre et pour parler? interagir si jamais. Ouais, ouais. Je sais pas, pour Delphine, Aurélie, Audrey ou des choses comme ça, vous êtes plus ou moins concernés parce que dans certains cas, vos postes sont dans ceux qui sont prévus en cession partielle d'actifs d'ici fin 2025. Dans d'autres cas, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Si j'essaye aussi de rappeler le montant financier associé à ça, normalement, on tourne autour de 70 000 euros de l'OFB qui sont concernés. En gros, les actions 1 et les actions 2 de l'OFB qui sont concernées par cette sorte de boîte aux lettres. Et c'est les 70 000 euros qui concernent d'abord et avant tout la logique du site web, des bases de données, des choses comme ça. Et on a un autre point qui indirectement qui finance la même partie, c'est les 35 000 euros en fait du ministère de la Transition écologique qui, eux, la logique du ministère, c'est qu'ils soient transférés à une structure qui reprendrait cet actif-là. Si on veut Si je, vraiment avoir les évaluations financières sous-jacentes. Oui, Audrey. si je peux juste peut-être dire quelque chose, c'est que la sensation que j'ai de la part de la structure qui reprendrait l'activité, la formation, c'est d'être, enfin, j'ai l'impression que leur volonté, c'est d'être plus spécifiquement autonome, on va dire, à partir du moment où où le transfert est effectué sur la gestion des financements en fait alloués à leurs actifs. C'est-à-dire que si maintenant en 2026, il y a des reversements de Tela Botanica envers cette structure-là, je pense que ça complexifie les choses pour eux, de ce que j'ai l'impression, enfin, c'est l'impression que j'ai eue hein, dans les échanges qu'on a eus. Et ils préféreraient qu'il n'y ait pas de reversement à travers Tela, mais qu'il y ait un versement directement depuis le financeur. Mais après, c'est le financeur qui contraint ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est juste que je peux partager, c'est que la structure repreneuse, en l'occurrence, Oui, forcément l'UVED, c'est la ce que formation. j'évoquais, puisque dans Voilà, les c'est ça. financements OFB concernés, dans la CPO OFB, Mm. le financement de téléformation, Ouais. qui pour l'OFB serait versé à Tela Botanica ou à la structure Mm. juridique en fait en dérivant, et cette structure reverserait en fait à l'UVED
c'est-à-dire que les activités seraient réalisées par l'UVED, les justifications seraient rédigées par l'UVED, mais au final, c'était la Botanica qui devrait en fait renvoyer ces justifications et l'explication des activités à l'OFB. Alors, Exact. pourquoi il y a cette situation-là? Parce que l'OFB a une crainte juridique sur s'ils font évoluer la CPO en cours, ils ne sont pas sûrs de pouvoir maintenir le budget associé à cette CPO. Ils sont dans des incertitudes, en fait, actuellement, le montage de leur budget. Et aujourd'hui, ils peuvent dire à à leur ministère, on a cette CPO, donc on doit avoir les sommes associées. Si ils commencent à dire, on va faire on a cette CPO-là, mais on va en fait, on va faire des avenants, ça peut être perçu comme c'est plus instable, plus risqué comme financement, donc c'est un financement qui pourrait disparaître. Donc voilà en fait le pourquoi du comment, si je peux résumer les choses. L'OFB craint de perdre ses financements, est assuré d'avoir les sommes si la CPO se maintient en l'état, et donc nous demande d'avoir une existence légale, enfin qu'il y ait une existence d'une entité qui corresponde en fait à Patella Botanica. Les pistes étant ce que j'évoquais tout à l'heure, soit ça se maintient en association, soit c'est en fait une transformation sous une autre entité juridique, soit c'est une fusion. Et ce n'est pas une dissolution qui serait claire et nette, contrairement aux mots qu'on avait pu utiliser en fait lors de l'AG précédente. Oui, Delphine. Alors, moi, c'est du coup pas sur le MOOC, plutôt sur la partie site. J'en ai pas discuté avec les autres, donc je parle vraiment à mon nom propre. Mm. Je pense pas, enfin voilà, on avait parlé vite fait de scope ou de trucs comme ça. Moi, je me sentirais pas de reprendre. Je crois que Véro avait dit que si Esther était là, à la limite, elle discuterait avec Esther, mais toute seule, elle se sentait pas non plus de monter quelque chose. Donc, ce serait plutôt format association ou sinon arrêter les. Après, effectivement, reprendre tout le site et tous les outils de Tela, je pense que c'est trop gros pour n'importe quelle structure. Même nous, ça fait des années qu'on veut arrêter certains trucs. Donc, s'il y a une année en plus, ça serait plus pour passer les outils, par exemple, collection en ligne, voir si les ergonautes veulent reprendre. Enfin, plutôt passer les données, les outils Réussir à en identifier CP. les choses. Ouais. Ce Véro avait qu'on- commencé à le faire, ça. oui, oui. Ce qu'on avait évoqué avec le CA lors d'une dernière réunion, c'est de proposer justement aux salariés qui sont concernés par le site, les bases de données, en gros, toi, Julien, Véro, éventuellement Esther, pour d'autres choses, de discuter à la fois sur les aspects contenus, parce qu'on a des éléments de l'an dernier sur qu'est-ce qui est identifié, qu'est-ce qui est séparable du reste ou pas, qu'est-ce qui est indépendant d'un certain point de vue de l'annuaire ou de IFLOR, pour éventuellement isoler des choses. Ça voudrait dire qu'on va plus finement dans les actifs qu'on peut céder, mais ça veut dire aussi qu'on a une négociation plus fine avec les partenaires financiers pour leur dire, dans l'action 1, il y a ce bout-là qui est affiché là à 1.2 ou là à 1.4 ou 0.5 qui serait distinct en fait du reste. Mais en fait, il y a l'aspect vraiment, qu'est-ce qui peut Après, être dissocié? Et puis il y a aussi la partie comment on peut essayer d'évoluer en fait de ce point de vue-là. après, il y a des outils qui ne sont plus financés actuellement, Ouais. déjà. Et ensuite, ça peut être en 2026, l'objectif est de séparer ces outils-là, en fait. Améliorer en les séparant pour qu'ils deviennent indépendants pour pouvoir les céder. C'est aussi une amélioration. Oui, c'est une discussion qu'on doit avoir ensemble parce que d'un point de vue informatique, actuellement dans le CA, on n'est plus très compétent, on va le dire ça comme ça. Et donc, c'est un peu compliqué sans vos avis, pour dire est-ce qu'il est possible de dissocier tel truc du reste ou pas. Mm. C'est dommage. Sachant qu'on a aussi des sites archives qui sont par-ci par-là, on a les Lumino qui se trimballent quelque part,
Il y a plein de Euh, trucs en fait qui existent, quoi. Léguminaux et Péridot, je crois que Benoît les avait récupérés. Oui, mais il y a des choses comme ça. Donc, Oui. faudra qu'on en discute. Mais la proposition qu'on fait à l'AG, c'est une proposition, on va dire, plus concernant la structure que concernant en fait les activités elles-mêmes et puis le contenu du site. Mais les deux actions doivent être menées, avoir une réflexion sur la structure et avoir une réflexion sur les contenus. Et juste pour information, du coup, les deux adhérentes qui étaient là, qui font pas partie du CA, sont parties. Voilà. Ok, merci pour l'info. Je ne sais pas si, Madame Pinto, vous avez éventuellement des suggestions, des remarques un petit peu sur ce fonctionnement. J'essaie de comprendre en fait quand vous dites que le Tela Botanica fera la remontée des informations, mais les salariés ils seront sur quelle Des structure? Ce serait salariés, juste. mettons pour telle formation, Oui. ou sciences participatives, des actions qui sont sur certaines de la CPO de l'OFB. En gros, les salariés seront dans les structures qui ont accédé les actifs. En gros, on cède D'accord. Et les vous êtes. actifs téléformation à l'UVED, donc vraisemblablement pardon, Audrey et Esther rejoindraient l'UVED, feraient les activités issues oui, issues de Tela Botanica ou de Tela Formation à l'UVED, plus d'autres. Mais quand l'OFB demanderait quelles activités ont été faites sur Tela Formation, il poserait la question à Tela Botanica, qui devrait se retourner vers l'UVED pour avoir les éléments. Et du coup, Tela Botanica va monter des retours de budget sur des dépenses qu'elle n'a pas dans sa compta. Vous êtes sûr Et que on aura en fait juridiquement. des dépenses dans notre compta, puisqu'on va recevoir les sommes de l'OFB et Oui. on les reversera. On a une recette et on aura une dépense correspondante vers l'UVED. Et la C'est jouer, dépense, elle c'est jouer viendra d'une l'intermédiaire. refacturation de Oui, l'UVED, c'est ça? la dépense viendra d'une facturation de la part de l'UVED. Ouais, donc il faut vraiment faire attention à la forme juridique parce que ces refacturations entre non assujettis, même si ça reste des associations, ce serait de la refacturation de mise à disposition de personnel, des choses comme ça. Et en fait, tout ça, c'est des flux soumis à TVA. Donc il faudra vraiment s'interroger sur la forme juridique de Tela Botanica parce que est-ce que ouais. Ouais, j'ai un doute sur le montage. Bah, on a découvert ça, on va dire, le mois Ouais. dernier, de la part de l'OFB. Et les interlocuteurs qu'on a à l'OFB ne sont pas leurs juristes, ils sont simplement les correspondants, on va dire, techniques. Oui. Mais la demande, elle émane des juristes, d'un certain point de vue, enfin, de ce qu'on a compris. Donc, il y a cette bizarrerie, mais ce point-là sur l'assujettissement à la TVA, merci de nous le Et signaler. oui, ouais, parce qu'en fait, toute refacturation entre entités non assujetties à la TVA, autant avant 2016, il y avait une latitude, autant maintenant, tout flux entre non assujettis est soumis quand même à TVA, même s'il n'y a pas de Mhm. marge, même s'il n'y a pas de. Quand bien même maintenant, jusqu'en l'année dernière ou il y a 2 ans, ils étaient un peu plus souples quand il y avait des liens d'adhésion, des choses comme ça, des groupements. Mais même là, on est sur voilà, un durcissement de ces principes-là. Donc, normalement, il faudrait soumettre ces flux à TVA. Donc, Ok. D'accord, il faut voir l'impact. Toute refacturation maintenant. Hmm. Hum, Sarah, tu peux bien noter ça. J'ai Donc, pas il faut se le questionner document. ouais, sur la forme juridique que peut prendre Tela Botanica. Peut-être par un GIE, un groupement en fait, ou un GCS. Hum. Mais il faut vraiment, ouais, effectivement, peut-être faire appel à un juriste ou, et encore une fois, vérifier quand même avec les financeurs Bah, nous, on que la souhaiterait que ça justification de soit. dépenses. Ouais.
Parce qu'à la base, on avait des montages de subventions sur des catégories, par exemple, je sais pas, s'il y avait 100 000 sur de la masse salariale, est-ce que effectivement aussi on peut basculer sur une catégorie dépenses extérieures, c'est coûts liés à la masse salariale? Faut Alors, peut-être faire un actuellement, avenant à la CP, enfin, vous voyez, parce qu'il y a des oui, actuellement, catégories la aussi CPO ne nous je ne crois pas qu'elle nous impose une affectation des dépenses à par des types de catégorie. dépenses par catégorie, entre Faut en salaire, être, fonctionnement, investissement. ouais, faut en être sûr aussi, au cas où. C'est vrai quand on est sur des ANR ou dans le projet de l'ANR, en fait, on a des Mhm. dépenses associées à on a des catégories de dépenses qu'on peut pas en Justifié, fait, oui, effectivement. modifier ou très Basculer, peu. On a une marge de manœuvre de 15%. exactement. Dans le cas en fait de la CPO, c'est pas écrit. D'accord, En fait, on a un montant sans indication de est-ce que ça sera pour du fonctionnement ou du personnel. d'accord. Et pour la Ça, si c'est subvention, ça, la désuète de l'OFB, alors elle est un peu différente, mais c'est pareil, dans la rédaction, il n'y a pas d'obligation qu'un pourcentage des dépenses soit sur tel ou tel en fait, type d'activité, enfin tel ou tel d'accord. type de dépense. Bon, moi, vraiment, c'était mes deux interrogations. C'est la justification de dépenses et le flux qui va transiter entre les deux entités au niveau du régime de TVA. Pareil, l'assujettissement, parce que s'il n'y a plus que de la refacturation aussi dans les produits de Tela Botanica, il y a un risque de fiscalisation de l'association. Voilà, Ah oui, non, ça faut c'est vraiment, écrit. ouais, faut vraiment s'interroger sur la structure, la forme juridique de Tela Botanica qui va porter ces flux. D'accord. Ok. Audrey, tu avais levé la main. Oui, mais du coup, je l'ai rebaissé parce que je suis pas sûre que ce soit pertinent par rapport à ce sujet-là. Mais bon, je vous le partage quand même. Quand on avait fait, ça peut être une piste, je sais pas. Mais quand on avait répondu à des marchés de l'OFB pour des prestations qui dépassaient le seuil justement de prestation d'une association pour pas être assujetti à la TVA, on avait valorisé en fait ces prestations-là comme des prestations avec sans concurrence, on va dire, où on était les seuls à pouvoir y répondre. Donc, du coup, on avait réussi à ne pas être assujetti à la TVA grâce à cet argumentaire-là. Administrativement parlant, juridiquement parlant, je ne saurais pas vous dire comment, mais en tout Si, vous cas, avez raison. ouais, Si, il y ok, a voilà. cet aspect-là, mais là, aujourd'hui, l'association Tela Botanica, elle n'aura plus que pour objet de porter, en fait, des refacturations. Donc, en fait, on perd dans l'objet social, comme vous dites, Mmh, elle devient plus, en fait, que boîte aux lettres et elle a plus cet objet social lié vraiment à la promotion de la biodiversité, enfin, toutes ces choses-là que vous portez au titre de son objet, son but non lucratif et la compétence que vous avez qui effectivement est une compétence de niche qui vous exclut du champ du marché concurrentiel. Donc votre réflexion, enfin votre remarque, elle est juste, mais aujourd'hui, comme on enlève cette substance totale mmh. de Tela, je pense qu'elle pourrait quand même être remise en cause, D'accord. puisqu'elle n'est plus que boîte aux lettres. Moi, ce que je comprends, c'est qu'elle serait pas totalement boîte aux lettres, qu'elle serait partiellement boîte aux lettres, si on peut réutiliser ces termes-là. En termes C'est- de durée, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Sur l'année 2026, ce serait partiel, c'est-à-dire que ce serait pour 2 actifs, voilà. Mais sur un actif, ça serait encore complètement Terra Botanica qui gérerait ça. Je sais pas si du coup, si c'est partiel, ça passe mieux que si ça ne l'est pas. Ou alors il faut sectoriser, mais encore une fois, il faudrait pas que ces refacturations-là soient prédominantes par rapport à l'activité conservée par Tela. Il y a une notion de prédominance des activités Ouais. taxables quand même. Ça Il y a pourrait des être le cas, oui. proportions. On va voir. Donc il y Est-ce a que vraiment un... un point. Mm. Oui, Madame Pinto, est-ce que vous auriez éventuellement un nom de juriste compétent dans le domaine qui peut, Ah, il faut que il faut que je qui peut nous être réfléchisse. conseillé? Là, ouais, il faut que je réfléchisse au carnet d'adresses qu'on a avec Monsieur Carobet pour vous conseiller au mieux. Là, je pourrais pas vous dire spontanément, mais, Oui, non, mais c'est normal. mais c'est un vrai sujet. Mm. Ok, Et je pense qu'effectivement, il faut que vous soyez accompagné. Ouais. d'accord. Donc, Que c'est quelque chose d'atypique, donc à partir de là, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres commentaires?
Non, mais je crois que c'est probablement une sécurité bienveillante de la part de l'OFB, hein, parce que tenant compte du contexte budgétaire national, il n'est pas exclu que des, voilà, des ponctions soient faites sur différents budgets et donc tout est Et pour eux, c'est une considéré. sécurité. Donc la disparition du financement, c'est une menace qui est réelle, hein. Elle n'est pas, elle est pas juste superficielle, hein. En Voilà. fait, leur posture est effectivement une sécurité, Ouais. que le financement soit maintenu. Et leurs juristes ont une incertitude Hmm. si on fait remonter en fait des avenants. Alors, c'est pas du tout la même posture des juristes du ministère, hein. Mais les juristes de l'OFB ont une incertitude en disant si on fait des avenants à trois entités, OFB, UVED et Pitella Botanica, disant que les sommes qui étaient sur l'action 3 de la CPOFB seront en fait versées à l'UVED et justifiées par l'UVED. En gros, ils craignent que ce soit perçu par leur, comment, par leur tutelle ou par des constructeurs de budget comme une incertitude sur sur ces actions-là, sur ces Hmm. activités. Ouais, Ça, en ouais, fait, tel que ça a été compris dans les échanges avec l'OFB. ouais. Non, il faut trouver le bon mécanisme, quoi. Voilà. Mm. Et voilà. Donc, à partir de là, je vous propose. Oui, Audrey? Oui, pardon, je voulais dire juste qu'on n'est pas à l'abri que l'OFB accorde quand même un conventionnement direct avec les structures repreneuses à partir de l'année prochaine. C'est une demande qu'on a faite, c'est encore en cours, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse là-dessus, hein. On doit en Mais fait ce serait évaluer l'idéal. les deux. Mm. On doit Voilà, anticiper les deux possibilités. tout à Et fait, la hein. proposition de motion qui est là, elle est justement pour essayer d'anticiper les deux. Hmm. C'est-à-dire que c'est autant que de besoin. S'il n'y a pas besoin en fait d'avoir la structure en fait, parce que l'OFB a conventionné avec l'UVED et qu'on a cédé tous les autres actifs, enfin, on est passé comme il faut, quoi. Donc, voilà à peu près les choses. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose juste de voter aussi sur ça. En gros, avec la même logique que tout à l'heure, ceux qui seraient éventuellement contre, ceux qui s'abstiendraient, ce qui s'entend tout à fait aussi, hein. Et puis dans ce cas-là, on considère que c'est voté à l'unanimité. Merci à vous pour ce point-là. Il nous reste quelques minutes normalement pour les questions de renouvellement du conseil d'administration, des élections du conseil d'administration. On est en fait supposé renouveler notre conseil d'administration. Alors, dans la liste des membres actuels, il y a une personne qui n'est pas renouvelable, c'est Hugues Ferrand, puisqu'il est représentant de la Garance Voyageuse, donc c'est un membre honoraire représentant de personne morale. On a en fait les 5 membres enfin, à titre personnel qui sont listés ici. S'il y a d'autres candidatures, actuellement, on n'en a pas reçu. Et on n'a plus de. Enfin, les deux autres membres qui étaient présentes, ben, on ne va pas imposer leur présence, ça ne peut pas se faire. Donc, sachant que Eléa a mentionné qu'elle s'était se retirer du CA, et Sarah également, je les ai mis. Et pour Nicolas, on n'a pas de nouvelles depuis au moins 3 mois. Donc, il y a un questionnement là-dessus. Donc, on risque d'arriver à un CA où on va être très peu nombreux dans cette logique-là. Ça serait Hugues, Thibaut et moi-même, avec la question de Nicolas. Est-ce que, présenté comme ça, il y a éventuellement des changements de posture? Je pense à Sarah, mais bon, ça c'est autre chose. Ou est-ce que Thibaut veut démissionner, ou est-ce que Hugues, en fait, se retire aussi? Ouais, c'est-à-dire que on était dans une perspective
de clore cette association à la fin 2025. La perspective 2026 Fin ne nous, 2024. de même 2024. 24. Donc ça ne nous réjouit pas beaucoup parce que bah, on n'a pas que ça, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup d'engagements autres, mais comment faire, quoi, hein, Après, euh, Hugues, toi, tu as le défaut d'être représentant de la garance voyageuse. Tu peux Oui, trouver un autre représentant de la garance voyageuse. ouais, Pour la bah, il n'y en Société aura pas, hein. botanique pour la Société botanique de France, on a un autre représentant de la Société botanique de France, mais qui a souhaité ne pas être dans le CA, qui a souhaité n'être présent que pour les âgés, sachant qu'aujourd'hui, il n'a pas pu être disponible. Donc, c'est un petit peu particulier. La SBF, à un moment donné, a demandé à ce que je ne sois plus représentant et que ce soit un autre représentant, mais qui ne participerait qu'aux âgés. Voilà un peu. Après, on peut voter en considérant que on a les deux personnes qui sont grosso modo sur liste, c'est moi-même et Thibaut. Mm. Sarah démissionnerait, Eléa démissionnerait, et Nicolas, c'est sous réserve en fait d'une démission formelle. Mm. On arrive à une situation qui est un peu limite en termes Oui. de représentation, Mais mais qui en même temps est celle enfin, de l'origine. ouais. Oui, Audrey. En termes administratifs ou de représentation, il faut un président, secrétaire et trésorier, c'est ça? Est-ce que ça doit être trois Non. personnes différentes ou ça peut être où les rôles peuvent être cumulés sur une personne? Il suffit qu'il y ait un président, en fait. Ah, ok, Faut qu'il y ait un représentant légal qui soit une personne physique. d'accord. Mais c'est tout. Ok. Le montage d'origine de Daniel Mathieu était effectivement avec quatre personnes. Enfin, une personne physique et quatre personnes morales. Hmm. Et donc, il y avait une personne physique et ça suffisait. Est-ce que vous avez des remarques? Non, pas de remarques. Donc, je vous propose en fait qu'on vote sur deux membres du CA au final, Thibaut et moi-même. Donc, Sarah, merci pour avoir participé. Delphine, oui. Hum. Est-ce que... Donc là, on peut voter pour là. Est-ce qu'il y a... Enfin, pour vous aider un peu, il y a possibilité de demander au CST ou aux certains adhérents qu'on connaît s'ils veulent pas rejoindre le CA pour On peut, 2026 si ça continue. ouais, Essayer de on peut recruter et un on peu plus pour proposerait en vous. fait, ouais. Ouais, pour vous soutenir un peu. On Peut-être, je peut sais le pas, faire Benoît et on peut Bock proposer ou... là-dessus. Ouais. Proposer d'intégrer le CA avec un vote un peu séparé du NAGE. Il y a un point qui est particulier dans nos statuts, c'est que le CST existe, mais n'est pas membre de l'association. Les membres du CST sont nommés à titre personnel, mais ils ne sont pas membres de l'association. Ils n'ont pas obligation de l'être. Et quand on regarde la correspondance entre la liste des membres et la liste des membres du CST, bah, il y a une personne qui est dans les deux cas, Hérol. ça doit être Erol. Hérol. Ouais. Donc on peut effectivement aller mobiliser le CST. Et de toute façon, il faut qu'on leur communique là dans l'été enfin, les conclusions aussi de l'AG. Mais pour moi, il n'y a pas de souci pour aller les solliciter puis essayer de retrouver un petit peu de sang neuf ou du moins de temps de cerveau, éventuellement, dans pour le projet. Ok. Donc dans ce cas-là, je vous propose de voter pour que Thibaut et moi-même soyons en fait membres du CA. Euh, que ce vote inclut aussi la présence de Nicolas, sous Mm. réserve en fait d'une démission formelle de sa part, Oui. et que on prenne note des démissions de Sarah et d'Eléa. Donc Mm. elles l'ont fait par mail dans leur euh, ils l'ont fait par mail au niveau du CA. Je leur demanderai à toutes les deux juste un courrier clair et net pour comme ça on atteste en fait de leur démission.
Audrey, tu voulais dire quelque Concrètement, chose? je voulais juste dire un mot, c'est que moi j'ai fait vraiment ce que j'ai pu, mais je suis pas rentrée au sein du CA Tela Botanica pour faire ce que j'y ai fait. Et que je suis un peu en limite de compétences en fait dans ce que je peux apporter. Voilà, donc c'est un peu la raison pour laquelle je souhaite Non, démissionner. mais tu l'avais déjà exprimé l'an dernier. Et on a aussi changé les missions du CA de manière notable en reprenant le rôle de direction. Donc, Exactement. c'est quelque chose qui permet de mieux comprendre aussi l'association, mais qui prend un temps considérable et qui mobilise des choses. C'est quoi le plus, enfin, les rédactions de contrats et de machins comme ça, bon, n'était pas en fait forcément, on n'est pas formé forcément pour ça. Donc, merci en tout cas pour ta présence ces dernières années dans le projet. Ah, merci à vous, hein. Et dans cette Merci. situation-là, oui, Non, c'était un merci de plus. et dans ce cas-là, ben, je mets au vote la proposition que j'avais exprimée avant. Donc, Thibaut et moi-même comme candidats au CA, démission de Sarah, démission d'Eléa, et puis position en fait sous réserve de Nicolas, qui s'oppose à ces candidatures-là, qui s'abstient. Bon, bah, merci en fait pour ce vote-là. Et puis pour Delphine, oui, on va faire un message en fait au CST et éventuellement à certains adhérents qu'on connaîtrait pour leur demander de rejoindre le CA, histoire d'avoir un petit peu de sang neuf et puis un petit peu de temps. Oui, Avec ça, normalement, on a fait le tour de cette assemblée générale. oui, je voulais simplement, Valérie, avant que tu clôt l'Assemblée générale, je voulais simplement dire que le fait de se retrouver aussi peu au CA va nous obliger à avoir du recours juridique soutenu. Tout Parce à que fait. tu ne peux pas tout faire et on n'a pas forcément les compétences pour tout faire également, quoi. On n'a pas Et, toutes les compétences. On va voilà, avoir du recours juridique. On va passer par le GEG2A. voilà, Sur certains voilà. points, on va Ça me paraît important de le souligner, à la fois sur le volet comptable, parce que Christine va nous quitter également. oui, un Donc, point qu'on n'a pas dit à l'équipe. En fait, Christine a posé, en fait, a demandé une rupture conventionnelle de son contrat à échéance de fin septembre. Et elle rejoindrait le G2A, donc elle servirait encore Tela Botanica, mais sur l'autre côté, donc, par l'autre côté. Donc ça, c'est un petit message qu'on doit faire à l'équipe aussi. ça marche. Donc il y a des évolutions en interne, il y a des évolutions en externe, puis on va faire au mieux pour garder ça, mais c'est clair qu'on va avoir besoin d'appui. Pour l'instant, du point de vue de la trésorerie, on va dire qu'on n'a pas de souci. On peut tenir. Et ça, c'est important aussi à garder en tête. On n'est pas dans une situation économique qui nous pose problème. Bien sûr. Donc, on a les finances qui sont là. On a même les finances pour les éventuellement, en fait, licenciements, si un jour il doit y avoir des licenciements. Donc, on a ces réserves financières-là. On a le soutien de nos partenaires financiers aussi. Donc, on est dans une situation un petit peu particulière, mais voilà à peu près les choses. Et je rappelle que normalement, on devrait avoir une AG exceptionnelle, voire deux AG exceptionnelles en fait cet automne pour les sessions partielles d'actifs. S'il n'y a pas d'autres remarques, merci à tous pour votre attention. Merci à celles et ceux qui ont préparé en fait le support et tout ça, les discussions en amont. Et puis, je vous souhaite une bonne poursuite de journée. Merci à tous, Merci à merci toi, Valérie. Valérie. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Juste Sarah, donc tu as recopié sur le document? Oui, Ouais. j'ai tout, je vais relire, hein, mais à peu Ok, près. bah j'ai le lien et puis je transmettrai après à Christine. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. À bientôt. Bon courage à tous et toutes et bon été. Bon été aussi. Pareillement. Audrey, comment on fait pour...
arrêter.